vraiment plaisir de venir vous parler des partis politiques à Montréal aujourd'hui et leur rôle. Alors pourquoi ça me fait tant plaisir? C'est parce que tout à l'heure, on a mentionné à plusieurs reprises la participation électorale à l'échelle municipale, elle est basse, les citoyens, peut-être que ça ne l'intéresse pas finalement. Eh bien, figurez-vous que dans le domaine de la recherche, tout ce qui a trait à la démocratie municipale est très minoritaire. C'est un objet de recherche très minoritaire au sein de la science politique et des études urbaines. Alors, je suis vraiment à chaque fois très flattée quand on vient me demander de parler de mon objet de recherche. Alors, plus précisément, on m'a demandé de vous parler du rôle actuel des partis politiques à Montréal, de leurs atouts et de leurs limites, tout ça en 7 minutes. Alors je vais essayer de tenir mon mandat, je vais essayer mais je ne promets rien. Alors, on m'a donné 3 questions spécifiques. La première, quel est le rôle actuel des partis politiques dans le contexte de Montréal? La réponse que j'ai envie de faire à cette question est simple. Pour comprendre le poids, le rôle, l'importance des partis politiques à Montréal, il faut s'intéresser à la relation entre l'offre et la participation électorale. Alors, je vous ai fait un petit schéma. On part d'une situation où on a une compétition politique qui est relativement faible, c'est-à-dire qu'on présente très peu de candidats à un poste. Cette faible compétition politique, elle n'est pas sans conséquence. Elle prive l'électeur d'informations sur les politiques publiques qui sont mises en place. L'électeur n'a donc pas suffisamment d'informations pour juger la performance du candidat sortant, pour juger du bien fondé des politiques publiques qui ont été mises en place. Alors, l'électeur n'a pas assez d'informations, ça crée un désintérêt de sa part. Ce désintérêt se traduit par une participation électorale faible. Montréal, 39,4% en 2013. Et l'on sait, par différentes recherches, que lorsqu'on a une participation électorale faible, la probabilité qu'un élu sortant soit réélu est très forte, ce qui nous donne un taux de réélection de 75% à Montréal. Alors, on peut voir ça comme un cycle qui s'auto-alimente. Quelle est la place là-dedans des partis politiques? Les partis politiques, ils interviennent sur la compétition. Alors, en augmentant le nombre de formations politiques et en présentant des candidats lors de l'élection. Donc à Montréal, en 2013, pas moins de 10 partis politiques, la seule ville à présenter autant de partis politiques au Québec. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils font les partis politiques? On peut voir 3 grands atouts, 3 grandes forces de ces formations. Premièrement, ce sont des vecteurs d'information. Que font-ils exactement? Ils diffusent les enjeux, mais surtout, ils leur donnent une coloration. C'est-à-dire qu'ils forment des raccourcis pour que les lecteurs puissent juger rapidement du bien fondé des enjeux qui sont sur la scène électorale. Deuxième élément à prendre en considération, pourquoi ce rôle d'information est-il si important? Parce que, à Montréal, mais au Québec et en Amérique du Nord en général, nous sommes face à l'échelle municipale à un déficit d'information. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la quantité et la qualité d'information politique qui est diffusée est moindre que celle que l'on peut retrouver aux autres échelons politiques supérieurs. J'ajouterai à cela autre chose. Nous sommes dans un contexte fédéral. Or, les études montrent qu'au contexte fédéral, l'électeur, le citoyen, quel qu'il soit, a de la difficulté à associer les bonnes compétences au bon niveau de gouvernement. Et en plus, nous sommes à Montréal. À Montréal, nous avons une structure à plusieurs niveaux. Marianne en a parlé. Nous avons le maire, la mairie d'arrondissement, le conseiller de ville, le conseiller d'arrondissement. Il est essentiel que l'électeur soit informé correctement pour faire un vote, un choix éclairé. Deuxième grand rôle des partis politiques, un rôle de soutien. Ils présentent des candidats, mais également ils soutiennent matériellement celui-ci dans sa campagne, mais également ils lui donnent les moyens et la possibilité de documenter des enjeux. J'insiste sur ce point parce que c'est ce qui fait un petit peu toute la différence avec un candidat indépendant. La possibilité de se documenter sur un enjeu, elle est plus grande lorsqu'on appartient à une équipe que lorsqu'on est tout seul, où on n'a pas les mêmes ressources à mettre pour se documenter sur un enjeu spécifique.
Également, le parti politique permet à un nouveau venu de se faire connaître en politique. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'interroger quelques élus appartenant à des formations politiques à Montréal qui disaient tous, dans une grande ville, c'est extrêmement difficile de se faire connaître. Le parti politique vous permet de vous faire connaître davantage. Troisième grand rôle, un renouvellement de la classe politique. On sait que lorsqu'il n'y a pas de parti politique, les élus vont avoir tendance à être des hommes blancs, âgés d'une cinquantaine d'années. Le parti politique permet d'ouvrir la porte à d'autres candidatures. Je ne dis pas qu'il y arrive, mais au moins, il y a une ouverture. Également, on a remarqué que lorsqu'il y avait un parti politique, d'autres commençaient à naître. C'est-à-dire que la présence d'un parti politique permet à d'autres partis politiques de naître, de se former, et donc, finalement, de raviver la compétition politique. Si vous vous souvenez de mon schéma, c'est exactement ce que l'on souhaite. Alors, vous vous dites, c'est bien gentil, tout ça, n'empêche qu'on a 39% de participation électorale à Montréal, qu'on a 75% de taux de réélection des candidats sortants, donc finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, ces partis politiques ? Alors, effectivement, les partis politiques présentent aussi de grandes limites. La première d'entre elles, c'est que bien souvent, ce sont des formations éphémères. Vous avez dû sûrement le remarquer, en 2013, le jour du scrutin, on a 176 partis politiques, le lendemain, on n'en a plus que 120. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont péri en une nuit, finalement, ont été créés seulement dans le but de porter au pouvoir certains candidats. Donc on peut se poser la question, est-ce que ce sont seulement des machines électorales ? Pour les autres, certains vont vivoter entre les deux scrutins, d'autres n'auront aucune vie entre les deux scrutins, et d'autres, une minorité malheureusement, vont avoir une réelle vie politique. La deuxième grande limite est un degré faible d'organisation de ces différentes structures. Généralement, et je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais dans la plupart des cas, tout est centré autour du chef. Il n'y a pas de réelle organisation de structure interne comme on peut retrouver dans les partis politiques aux autres échelons supérieurs. Également, vous avez dû voir dans les journaux, certains élus se sont plaints lignes de parti trop fortes, ou bien encore certains élus qui rejettent l'étiquette même parti politique. Tout cela, ce sont des signes finalement symptomatiques qu'il y a un problème avec l'organisation interne des partis politiques. Et enfin, la troisième limite qui, à mon sens, est peut-être la plus importante, une identification idéologique difficile. Alors, vous avez des partis qui présentent des noms qui sont souvent similaires. Le nom de la ville ou le nom du chef. Je vous donne un exemple. Pour un citoyen, quelle est peut-être la différence entre Rassemblement Saint-Georges et Développement Saint-Georges ? Vous avez deux formations politiques, mais elles ne vous disent strictement rien par leur nom. Également, ces deux formations politiques, pour reprendre cet exemple, se revendiquent apolitiques. Quel message cela envoie-t-il à l'électeur ? Comment voulez-vous qu'il puisse faire son choix ? Également, ces formations présentent rarement des programmes. Je ne dis pas que certaines ne le font pas, parce qu'une minorité d'entre elles ont des programmes. Mais souvent, les programmes sont similaires quand ils ne sont pas tout simplement absents. En d'autres termes, peut-on vraiment parler de partis politiques à Montréal et au Québec en général ? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que c'est un parti politique ? Normalement, un parti politique remplit trois fonctions. La première de ces fonctions est une fonction programmatique. Développer un programme sur un ensemble de valeurs qui dessinent une notion, une certaine idée du vivre ensemble auquel sont censés adhérer les électeurs. La deuxième fonction est une fonction de nomination, présenter des candidats. La troisième fonction, c'est une fonction d'organisation. La structure interne, certes, mais surtout une base populaire, des militants. Aujourd'hui, actuellement, au Québec et à Montréal, nous sommes davantage dans la fonction de nomination. Certains partis ont développé une fonction programmatique et une fonction d'organisation, mais ces partis sont encore très minoritaires. En d'autres termes, ce qu'on peut retenir, c'est que les partis politiques municipaux, ce sont des atouts, mais ils sont perfectibles. Quel pourrait être maintenant leur rôle ou leur incidence sur les différents modes de scrutin ? Je
Je dois tout d'abord dire que je suis nullement spécialiste des modes de scrutin, donc c'est plus des idées que je lance que des certitudes ici. Un scrutin proportionnel est davantage favorable aux partis. Alors on pourrait penser que si l'on adoptait un scrutin proportionnel à l'échelle municipale, ce serait davantage la fonction programmatique des partis politiques qui serait mise sur le devant de la scène, puisqu'ils seraient obligés de se distinguer de leurs voisins et donc de proposer certaines valeurs, certaines idées spécifiques aux électeurs. On serait alors davantage dans une démocratie que l'on appelle existentielle, que Marianne appelait tout à l'heure la démocratie politique, une démocratie qui repose sur, on fait un choix, sur la communauté qu'on veut, sur le vivre ensemble qu'on souhaite mettre en place. Le scrutin préférentiel, je pense que la situation ne changerait pas vraiment avec celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça serait davantage la fonction de nomination qui serait de l'avant. L'apolitisme serait certes pleinement reconnu, mais on aurait encore toujours les mêmes problèmes à distinguer les partis les uns des autres, et on pourrait même se questionner sur la pertinence de leur présence. On serait davantage dans une démocratie managériale telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. En ce qui concerne le vote unique transférable, là, peut-être que ce serait la fonction d'organisation qui serait davantage mise de l'avant. Le soutien populaire de ces organisations serait indispensable et nécessaire. Plus visible, quel type de démocratie? Je ne sais pas. Je voudrais préciser toutefois que dans n'importe quel cas, l'information est le nerf de la guerre à l'échelle municipale. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous faire part de deux éléments qui, à mon sens, sont indispensables pour mener une réflexion sur le mode de scrutin, même s'ils n'ont pas de lien direct avec la présence des partis politiques. Lors de mes différentes recherches, j'ai été surprise de constater qu'à Montréal, il y avait un pourcentage de votes invalides vraiment supérieur à tout ce qu'on pouvait retrouver ailleurs. Qu'est-ce que c'est un vote invalide? C'est un vote soit que l'électeur a délibérément barré, ou alors c'est un bulletin de vote où l'électeur a fait une erreur. Il a par exemple coché 2 choix pour un même poste, par exemple. Vous voyez les chiffres, c'est quand même particulièrement élevé à Montréal. Comment expliquer cela? Je n'ai pas de réponse, mais une hypothèse. Est-ce que le système électoral actuel ne serait pas trop complexe à Montréal?